Le grand débat du mardi soir, et ce sont des mots que l'on entend de plus en plus dans le débat public. Audace, combativité et optimisme d'une part, et puis peur, déclinisme, soumission d'autre part. Et là, je fais référence au titre du roman de Michel Houellebecq à paraître demain. Notre société semble partagée, tiraillée entre deux visions, deux sentiments contradictoires et puissants. Lorsque les uns vantent l'espérance et des lendemains meilleurs, les autres affirment, à travers leurs plumes, se faire l'écho des angoisses profondes de la population. Alors, qui a tort, qui a raison? Bien sûr, ce n'est pas aussi caricatural. Que révèlent ces discours qui s'opposent frontalement aujourd'hui? C'est le thème de notre débat avec mes invités ce soir. Malek Chebel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes anthropologue des religions. Vous êtes aussi connu et reconnu pour être le porte-étendard d'un islam des Lumières. Vous êtes également, je le précise, l'auteur de ce livre, L'inconscient de l'islam, chez CNRS Éditions. Avec nous également ce soir, l'essayiste et éditorialiste au Figaro, Yvan Rioufol, bienvenue. Bonsoir. On peut lire vos opinions notamment sur votre blog. Votre dernier billet en date s'intitule, je cite, « La France ne veut plus de berceuse », en référence justement au débat qui nous intéresse ce soir. Nous accompagne également l'historien Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Professeur également à Sciences Po, auteur de très nombreux ouvrages sur l'histoire et plus précisément sur l'histoire politique. Nous accompagne aussi ce soir Renaud Dely, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à l'Obs, auteur du livre, le voici, les années 30 sont de retour. Petite leçon d'histoire pour comprendre les crises du présent chez Flammarion. Et je précise que vous l'avez écrit avec Claude Askolovitch, Pascal Blanchard et Yvan Gasto. Merci d'être en notre compagnie, messieurs, ce soir. Est-ce que selon vous, concernant l'intitulé de ce débat, coexistent aujourd'hui clairement deux visions, deux discours sur notre avenir, notre société. L'un, on l'a entendu, Renaud Dely, ces derniers jours porté par François Hollande, qui insiste sur la grandeur de la France, nos forces, notre audace. Et l'autre, eh bien, qui tire la sonnette d'alarme, au contraire, sur un délitement de notre société, un effondrement de celle-ci. Les deux existent incontestablement en ce moment dans le pays, mais si j'ose dire, les deux, s'ils se combattent, s'ils s'affrontent, ils ne sont pas incompatibles, en ce sens que le fait de professer, comme l'a fait par exemple François Hollande lors de ses récentes interventions, l'idée d'une espérance, d'une audace, d'une combativité, etc., du fait que la France se redresse toujours, enfin, en gros, je cite à peu près ces termes, n'exclut pas le fait de reconnaître qu'aujourd'hui, la France, et de longue date d'ailleurs, pour des tas de raisons sur lesquelles on va débattre, traverse une crise, qui est une crise évidemment économique, sociale, aussi d'une certaine façon une crise morale ou une crise d'identité, qui est liée à des tas de transformations du monde, de l'Europe, de la mondialisation, qui dépasse même largement le cadre hexagonal. Donc ça n'est pas parce que la France traverse ces difficultés, qu'elle est effectivement confrontée à des peurs, qu'elle est forcément condamnée à la décadence, au déclin ou à la disparition. La France qui traverse une crise, le monde et la France en particulier. Et à l'instant, on apprend, c'est une information du Figaro, que la France perd sa place de 5e économie mondiale. Elle se fait doubler par l'Angleterre. Yvan Rioufol, est-ce qu'il y aurait d'un côté les optimistes et de l'autre les déclinistes, les réacs? Est-ce que c'est si tranché, si facile que cela? Les optimistes seraient des gens qui se mentiraient à eux-mêmes, car il est difficile malgré tout d'être optimiste si on analyse, et si on analyse avec lucidité ce qui se passe. La crise économique, vous en parlez avec un de ses effets aujourd'hui, la crise identitaire en effet, la crise existentielle également, et il est trop facile de se payer de mots, comme a pu le faire François Hollande effectivement lundi, en multipliant les formules, mais des formules creuses. Les gens, les Français attendent de lui des actes, ils attendent de lui naturellement un optimisme, et d'ailleurs on est en droit d'espérer une renaissance de la France, mais pour ceci, il faudrait que l'on réponde, que les dirigeants répondent aux questions qui sont posées. Or, le discours optimiste de François Hollande, en l'occurrence, me paraît assez fictif dans la mesure où il nie les difficultés évidentes, et il le nie par peur précisément d'avoir à désigner les choses, d'avoir à désigner d'abord les difficultés de la faillite de la social-démocratie, dans le fond, puisqu'il se réclame de la social-démocratie, et à désigner également la faillite de ce que l'on appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire cette société multiculturelle. Il nous masque les réalités, ce sont les berceuses que vous décrivez ce sont dans en votre effet blog. des berceuses, mais les berceuses, les Français les entendent et ils ne veulent plus
précisément en avoir. En même temps, Jean Garrigue, un président de la République insiste sur ce qui nous rassemble, sur ce qui peut nous transcender, c'est plutôt logique, c'est le contraire qui aurait été étonnant. Que dirait-on d'un président qui serait décliniste, qui nous aurait annoncé le pire pour l'année 2015? Non, c'est un jeu de rôle et il est dans son rôle. On lui a assez reproché sa mollesse, ses hésitations, son manque de courage. Il a eu le courage, au début de l'année 2014, d'opérer une rupture historique dans l'histoire de la pratique politique des socialistes depuis les années 80. C'est un vrai courage et d'ailleurs on voit qu'il en paie un prix fort sur le plan politique. Et il est aujourd'hui dans un discours qui est un discours de reconquête de l'opinion, qui est un discours d'audace. C'était Danton pour les vœux là. Enfin c'était De Gaulle le soir du 31 décembre et Danton. Ça fait sourire Yvan Rieffol, on nous dira pourquoi. Je parle du discours. Je parle du discours et je parle de cette opération de reconquête. Donc il est dans son rôle, ce n'est pas à lui de prophétiser le déclin français. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets, un certain nombre de problèmes que la gauche n'a pas pris à bras-le-corps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années 90. Il me semble, à moi, que le retard français, l'erreur française, c'est dans les années 90 qu'elle a été commise. Enfin, c'est tout un débat qu'il faudrait... Vous êtes d'accord sur ce diagnostic, sur cette analyse, Malek Chebel? Je suis d'accord sur les 3 interventions. Je rajouterai un point cependant. Je pense que la part d'influence, si vous voulez, d'un président de la République ou d'un parti politique français, par exemple, est de plus en plus minime au regard des implications, si vous voulez, stratégiques globales. Je pense notamment aux frontières, je pense notamment aux flux d'argent, je pense à la puissance de certaines sociétés, de multinationales, par exemple, et de leur interventionnisme visible maintenant dans les politiques publiques. Et donc, d'une certaine manière, la gouvernance d'un président X, nommément d'un pays donné, de l'Europe par exemple, est bien moindre que par le passé. Par le passé. Que ne serait-ce qu'au temps de Mitterrand, il avait une puissance multipliée par 10, si je puis dire, en tant que président de la République. Le rôle du politique n'est plus ce qu'il était. L'influence, sa prise sur les événements. Ça devient un gestionnaire et il gère des matériaux, si vous voulez, des matériaux extrêmement compliqués et divers. Par exemple, il gère de l'irrationnel, il gère de l'identitaire, du symbolique, on va en parler de l'identité, etc. Et donc toutes sortes de matériaux, si vous voulez, d'une plasticité inouïe et redoutablement imbriqués les uns dans les autres. Si on dépasse juste l'aspect partisan, des étiquettes partisanes, les difficultés que traverse la France n'ont pas commencé avec tel ou tel président, qui soit socialiste, UMP ou autre. La France est au-delà de l'Europe d'ailleurs. C'est vrai que ce qui est très important, je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être responsable politique et chef d'État, quelle que soit son étiquette, que ça ne l'était dans les années 60 ou 70. Parce que la France aujourd'hui, elle est dans un monde interdépendant, on est dans des ensembles globaux, dans une forme de mondialisation qui existe sur le plan économique, qui existe aussi sur le plan démographique. Il y a des migrations de population qu'il faut réguler. Et il y a d'ailleurs des instruments pour les réguler qui sont mis en place. Certains fonctionnent, d'autres moins, pour réguler aussi la mondialisation, empêcher, freiner les délocalisations, etc. Mais la France, elle est aujourd'hui intégrée dans ces espaces internationaux, beaucoup plus qu'elle ne l'était dans les années 50 ou 60, où on avait en gros une Europe riche et richissime et un reste du monde qui n'était pas le monde émergent. Évidemment, le fait qu'aujourd'hui, l'Inde, le Brésil, des pays asiatiques émergent sur la scène politique et économique, ça bascule, ça bouscule l'ordre du monde et ça complique la tâche des dirigeants occidentaux. Oui, enfin, ces excuses sont assez commodes parce que j'entends bien effectivement que les présidents de la République aujourd'hui n'ont pas les mêmes pouvoirs qu'auparavant et en effet, beaucoup de ces pouvoirs-là ont été délégués à l'Europe. Mais sur la crise économique, il a quand même le pouvoir de réguler cette crise économique. Sur la crise identitaire, la crise culturelle, il a aussi ce pouvoir de réguler cette crise-là s'il le voulait. Or, pour l'instant, nous avons un président héritier bien entendu d'autres politiques qui se payent de mots, qui se bercent de mots, mais qui ne passent pas à l'acte. Et c'est ceci qui est grave, car l'état d'irritation de la société est tel aujourd'hui que la société ne peut plus attendre, plus longtemps un gouvernement qui ne passe pas. Il y a le rôle des politiques, on vient d'en parler, et puis il y a la littérature, les livres. Avant d'arriver précisément au livre de Michel Houellebecq, dont on va parler ce soir, les écrivains, et on peut remonter dans l'histoire, je parle sous votre contrôle, Jean Garrigue, peuvent
sentir les choses, anticiper parfois des situations ou alors se tromper complètement. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, tous les quatre autour de cette table, en tous les cas, qu'il y a justement parfois ce don d'anticipation, de voir les choses, de nommer les choses et peut-être de sentir les angoisses de la population? Jean Oui, incontestablement, on peut remonter à George Orwell ou à Aldous Huxley. Enfin, là, typiquement, avec Orwell 84, on a la description d'un monde qui est totalitaire, en train de se mettre en place. Et puis aussi, à travers une expérience historique qui venait d'être faite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le romancier a son rôle de catalyseur, son rôle de prescripteur, de prophète parfois, de ce qu'est l'évolution d'une société. Encore faut-il que, et je lisais le titre d'un article qui parlait donc du livre de Houellebecq en disant c'est le miroir de notre époque ou de notre société. Moi je crois que ça n'est pas du tout le miroir de notre époque, c'est le miroir des fantasmes de notre époque. Un certain miroir, une certaine vision, qui est celle d'un romancier X. Mais je crois qu'il faut bien faire la différence. Ce n'est pas du Flaubert, hein, on n'est pas dans le naturalisme, on est dans quelque chose qui est fantasmé et qui porte justement un véritable risque, parce que c'est le risque de résoudre ou de poser une question qui devrait être une question rationnellement et politiquement évoquée dans le registre du fantasme. Alors on va venir précisément au livre de Michel Houellebecq intitulé Soumission. En quelques mots, je le résume et ce sera évidemment à chacun ensuite de se faire sa propre opinion sur ce roman qui décrit, je le dis, donc l'arrivée au pouvoir en France en 2022, un parti musulman après s'être retrouvé face au Front National au second tour de la présidentielle. Alors selon l'auteur, c'est le délitement de la société, son effondrement doucement mais sûrement qui conduit à cette montée en puissance de ce parti. Le tout avec l'assentiment, dit-il, des élites et des médias. Ça va vous intéresser, Van Youfol. Les médias coupables de cacher la réalité de la situation dans une société qui semble comme anesthésiée. On va écouter justement Michel Houellebecq qui était l'invité ce soir du 20h de France 2. Lui se défend de toute provocation et il revendique même une forme d'irresponsabilité. Écoutez ce qu'il dit. Les femmes ne travaillent plus, les étudiantes sont voilées, la polygamie est autorisée et j'en passe. Qu'est-ce que c'est, Michel Houellebecq? C'est de la pure fiction? C'est votre vision de l'avenir? C'est une possibilité, probablement pas aussi court terme que dans le livre. 2022, ça paraît très tôt, mais c'est une vraie possibilité. Tout ce que vous avez dit est juste. Il faut rajouter qu'il a un gros projet géopolitique qui est en fait de recentrer l'Europe vers le sud, en y incluant les pays du bassin méditerranéen. Alors en quelques jours, Yvan Rioufol, Renaud Dely, Jean Garrigue et Malek Chebel, on a tout entendu et presque son contraire sur ce livre. On a dit que c'était un brûlot anti-islam. D'autres ont dit mais finalement c'est peut-être une anticipation, une vision de la société. C'est une façon de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Je voudrais d'abord avoir simplement votre avis sur le livre et le débat qui s'est créé. Renaud Dely. Moi, je trouve que c'est tout simplement un roman. Comme son nom l'indique, c'est un roman. Enfin, au risque de surprendre, je trouvais ça assez drôle. Moi, il faut savoir d'ailleurs que Houellebecq est considéré. Qu'est-ce qui est drôle, par exemple? Houellebecq, il faut savoir, par exemple, dans certains pays, par exemple aux États-Unis, est considéré comme un auteur comique. C'est un auteur comique. C'est le plus grand auteur comique occidental pour les amateurs de littérature américaine. Et de ce point de vue-là, l'humour n'est pas toujours de bon goût. Mais je trouve que, bon, d'abord, c'est talentueux. C'est évidemment un excellent romancier, un excellent écrivain. Ça, c'est un avis qui est partagé assez unanimement. Et globalement, c'est évidemment totalement fictif. C'est tellement fictif, donc il ne faut pas du tout y voir une anticipation quelconque, que je vous rappelle qu'on se situe en 2022 à la fin du second mandat de François Hollande. Qui est-ce qui, ici, pronostique un second mandat de François Hollande? Certainement pas mes voisins. Personne n'imagine que François Hollande va être réélu dans 2 ans, a priori. Ça paraît un peu probable. Et on le sait bien, mais on le voit bien, même dans la façon dont Michel Houellebecq évoque ce caractère anticipateur que certains veulent lui prêter en récupérant de façon politicienne ce livre-là. On voit bien que lui-même joue avec ça. Mais qu'évidemment, qui peut penser qu'en 2022... l'UMP, donc Nicolas Sarkozy, va prôner, défendre un parti qui veut instaurer la charia en France. Vous dites que c'est de la fiction, c'est farfelu, mais parlons des conséquences de ce livre. Comment peut-il être reçu? En revanche, comme le disait à l'instant Jean Garrigue, c'est pas une fiction... Alors, moi, je considère qu'il a évidemment toute latitude, toute liberté d'écrire ce qu'il veut, dès lors que c'est de la fiction, et loin de moi l'idée de le censurer d'une quelconque façon, bien entendu, qu'il n'y ait pas de malentendu. En revanche, c'est une fiction signifiante en ce sens qu'elle reflète des choses qui sont pensées par des gens en France, effectivement, qu'elle reflète... Les romans reflètent un état d'esprit
d'une frange de la population. Historiquement, ça a toujours été le cas. Jean Garrigue en a cité. Dans les années 30, qu'on aborde dans le livre que vous citiez tout à l'heure, auquel j'ai participé, il y a eu des romans dans les années 30. Gilles était le roman de Drieu-La Rochelle, illustrait une forme aussi de cynisme désabusé de ces périodes, de ces années 30. Michel Houellebecq, en ce sens-là, est un grand romancier de l'époque, et c'est sûr que dans 50 ou dans 100 ans, on lira ces romans aussi comme un reflet d'une forme de cynisme désabusé d'une frange bien particulière de la population qui a ces fantasmes-là. Alors, grand romancier, dit Renaud Delis, également, on va dire, capteur d'angoisse, en tous les cas d'humeur d'une partie de la société. Et aussi un grand spécialiste de marketing, parce que s'il utilise ce thème-là en ce moment, c'est justement parce qu'il capte ces angoisses-là et qu'il pense aussi que sur le plan marketing, ça va fonctionner. Vous avez fait la même chose. C'est pas exactement la même chose. Votre livre. Hélas, j'ai peur de ne pas arriver de ce point de vue-là exactement au même résultat que lui. Ça, c'est sûr. Yvan Rioufol. Le mot fantasme est employé assez régulièrement par ceux qui sont autour de cette table. Cela va aussi un peu vite en besogne, car naturellement, je suis bien d'accord pour dire que son scénario est loufoque. Il n'y aura pas de président, d'un islamiste modéré à la présidence de la République en 2022, naturellement, et peut-être même pas plus tard. Mais l'intérêt de ce livre, d'abord, est de pointer ces deux écueils que vous avez rappelés en introduction, c'est-à-dire de rappeler que l'islam n'est pas simplement d'abord une religion, mais c'est également une doctrine qui a la vocation à être un instrument politique, c'est-à-dire c'est bien ce que veulent les frères musulmans dans leur volonté hégémonique d'imposer l'islam. Je ne dis pas qu'ils le feront ici, mais enfin... Oui, vous citez les frères musulmans. Oui, les frères musulmans, parce que lui, le président, en l'occurrence, est un héritier des frères musulmans. Et donc, il y a quand même une logique à décrire ce phénomène-là. C'est un phénomène qui est difficilement audible pour l'instant dans le débat public. Et la deuxième explication qui est donnée et qui effectivement me touche, c'est ce sentiment d'abandon qu'ont les dirigeants européens, les dirigeants français, sur tout ce qui concerne les questions de culture, les questions d'identité française, qui sont relayées et mises à l'encan, alors qu'elles sont très profondément ressenties par les citoyens. Mais il me semble, pour corriger un peu ce qui a été dit, que le centre du sujet de ce livre-là n'est pas tellement l'islam, ça me paraît être la condition des femmes. C'est un livre qui est terriblement machiste, et en fait, si vous lisez bien ce que dit Houellebecq, il veut le rétablissement du patriarcat, il va vers l'islam parce que l'islam est polygame et qu'il peut avoir plusieurs femmes. Il considère que la femme doit être soumise au désir de l'homme. Et ça, c'est moins les musulmans qui devraient... Non, mais je termine juste. C'est moins les musulmans qui devraient être irrités par ce livre, parce que ce livre n'est pas hostile aux musulmans. Mais ce sont les femmes. Oui, il n'est pas favorable non plus. Malek Chebel, j'ai rappelé tout à l'heure dans vos écrits, vos paroles, votre parcours, vous avez vraiment fait, et vous faites la promotion d'un islam des Lumières, tolérant, ouvert, le contraire de ce qui est décrit dans cet ouvrage. Au-delà de ce qui est décrit, au-delà du livre, les conséquences, c'est peut-être le plus important, les conséquences de ce livre, et je voudrais que vous réagissiez également au propos d'Yvan Rioufol. Non, sur la posture d'Yvan Rioufol, j'ai rien à dire de plus. Je pense qu'il a raison sur un point, c'est qu'en fait, le point principal du livre n'est pas vraiment l'islam. Ou alors l'islam comme instrument, seulement d'une optique. Évidemment, il est trop malin, en fait, je suis d'accord, tout à fait. C'est un livre buvard. Il absorbe tout ce que nous redoutons autour de nous. Et comme nous le redoutons, évidemment, nous le cachons, nous le masquons. Nous ne voulons pas ouvrir la boîte à Pandore et tout ça. Donc lui, il a la capacité d'absorber tout ça, de le traduire, de l'ingurgiter et de le ressortir sous forme de roman. On ne sait pas toujours d'ailleurs que c'est vraiment du roman, parce que comme c'est un professeur d'université qui parle, donc il conceptualise en même temps, donc il donne des lignes, des pistes très, très précises sur le devenir de cette société, et il fait peur par ces positions-là. Il fait peur et il utilise l'islam comme instrument de la peur. C'est vrai que ce n'est pas le centre de gravité du livre, mais c'est l'instrument par lequel la société française va passer dans 10 ans. Et donc, je suis en plus d'accord aussi sur les femmes. S'il utilise le thème des femmes, c'est pas anodin. Il est trop malin pour pouvoir dire qu'il est macho au premier degré ou misogyne au premier degré. Il utilise l'islam parce que dans la tête des gens, dans le ressenti des gens, l'islam avec le voile, avec la polygamie, avec la répudiation, etc., et j'en passe, qui sont des vieilleries. Allez demander aux Iraniennes, aux Algériennes, aux Marocaines, aux Tunisiennes, c'est pire encore, qu'elle est répudiée par son mari. Ça n'existe plus, ça. C'est de l'histoire ancienne, mais lui, il l'utilise comme une réalité actuelle. Un fantasme chez lui, c'est un fantasme sexuel. Mais c'est voilà. Le fantasme, ça. C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est le même débat. Non, c'est le même débat. Il utilise l'islam pour arriver à débiter un délire complet sexuel
Comment? C'est la différence avec Flaubert. Flaubert, on est dans le naturalisme. Avec Houellebecq, on est plutôt dans le naturisme. Exactement. C'est ce qu'il a décrit. Jean Garrigue, je vais aussi vous demander votre avis. Flaubert Oui. prend son pied vraiment littéralement avec dans la société égyptienne quand il voyage, mais pas Houellebecq. Houellebecq met en scène ses propres angoisses. Je pense qu'il est plus... Ses propres angoisses seulement? Il est au sein du livre. Est-ce que ce sont seulement ses propres angoisses? Un roman d'anticipation. Moi, j'ai pas le souvenir qu'en 2009 ou 10, quand il a sorti Plateforme, qui était un roman que j'ai trouvé formidable, mais qui faisait de la sexualité un commerce, qui vantait en quelque sorte le tourisme sexuel, qui faisait de la sexualité la finitude de l'activité de l'homme occidental et la façon de monnayer la sexualité était le devenir de l'homme occidental. Personne a pensé que effectivement demain la France serait, que les Français seraient uniquement se consacreraient. Alors pourquoi? Alors je pose la question, pourquoi cette fois-ci le débat est-il plus virulent? Parce que certains le récupèrent, parce que certains le tournent et essayent d'en faire un roman d'anticipation, ce qu'il n'est absolument pas. Il ne sert à rien de nier des réalités. C'est l'intérêt de ce livre, naturellement, et qu'il expose des réalités. Vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y a... réalité alors? Vous ne pouvez pas nier le fait... J'y viens. Vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y a aujourd'hui dans les cités une salafisation des cités. Vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y a, qu'on vient d'apprendre... Il n'y a pas de parti musulman. Un détail, par exemple, bien sûr, non, mais naturellement. Vous connaissez un parti musulman en France? Il n'y a pas de parti musulman. Il n'y a pas de candidat musulman. Je vous dis qu'il y a une montée de l'islam radical, de l'islamisme en France qui peut très légitimement inquiéter ceux qui la regardent, et je suis de ceux-là. Et j'observe également que quand vous avez, par exemple, cette année, en 2014, 7000 juifs qui ont décidé Français juifs qui ont décidé de quitter la France sous la pression de l'islamisme. Et ça rappelle vraiment les années 30, excusez-moi, mais si vraiment... Je ne mélange rien du tout. Si vraiment les années 30 doivent se lire, c'est précisément dans cet aveuglement face à ce totalitarisme qui vient. Et l'intérêt de Houellebecq est de rappeler ces choses-là. On a compris votre version, Jean Garrigue. Juste prendre un petit peu de distance et dire que, effectivement, je le crois, et là-dessus je vous rejoins, il y a une sous-estimation, il y a un silence coupable de nos élites politiques sur un certain nombre d'enjeux, de société, je dis bien de société, et d'enjeux culturels, il faut aussi le dire, qui se sont posés à travers l'immigration, à travers l'intégration d'un certain nombre de populations, des populations musulmanes, on peut le dire. Il y a un problème de l'islamisme, ça c'est très clair, tout le monde le reconnaît. Il y a peut-être aussi un problème de l'islam et qui n'a pas été suffisamment traité. Il n'a pas été pris à bras le corps. Ils ne prennent pas en compte c'est quoi le problème de l'islam? L'islamisme, on est d'accord, mais l'islam. Non, le problème de l'islam, c'est de bien comprendre sa compatibilité avec les enjeux d'une intégration, d'une assimilation telle qu'elle a été conçue au XIXe siècle dans le cadre d'un modèle républicain. Est-ce que ce modèle est encore, je dirais, soluble, ou plutôt est-ce que l'islam est soluble dans ce modèle d'intégration? Comment faut-il faire évoluer ce modèle d'intégration et comment faire évoluer aussi ce que représente la communauté musulmane en France par rapport à ce modèle? Ce sont, à mon avis, des questions qu'on peut poser, mais qu'on peut poser de manière raisonnable, de manière politique. Et c'est ça le problème. Comment se posent ces questions? Je termine dans les mois qui viennent de s'écouler, ces questionnements-là, on les a posés à travers quoi? Eh bien, à travers le livre d'Éric Zemmour et à travers le roman de Michel Houellebecq. Sauf que Jean Garrigue, et je vais vous faire réagir, Malek Chebel, François Hollande, en répondant justement sur France Inter à la question qui lui a été posée sur Michel Houellebecq, parle pour la première fois, je crois. Il parle justement de cette crise d'identité. Il parle de l'identité. Peut-être que dans le débat à venir, toutes ces questions seront posées. Et selon vous, est-ce qu'elles doivent être posées dans les termes évoqués par Jean Garrigue? Chaque fois qu'on utilise la raison, je suis là à côté pour la soutenir. Je le sais. Si c'est une question de débat raisonnable, entre gens raisonnables et éclairés. Quant à Yvon, je vais essayer de tranquilliser. Il n'y a pas de guerre feutrée ou souterraine entre juifs et musulmans en France. Ça, c'est impossible. Parce que si c'est de bons juifs et si c'est de bons musulmans, il n'y a pas de guerre entre eux. Par contre, s'il y a des usages politiques... Écoutez ce que vient de dire le président du CRIF. Attendez. S'il y a des usages qui désignent les jeunes issus de l'immigration comme étant porteurs du nouvel antisémitisme. Alors des jeunes avec ça, mais moi, c'est une réalité que je prends. Plusieurs niveaux. Des jeunes issus de l'immigration porteurs d'antisémitisme. Ouais. Là, ça se décrypte à plusieurs niveaux déjà. C'est plus la même chose. Ça veut dire quelque chose de très clair. C'est que le nouvel antisémitisme aujourd'hui est porté par les cités. Non. Alors pourquoi les cités?
Voilà, vous avez une question derrière. Non, mais ne faites pas de sophisme. Ce sont des questions trop graves. J'irai pas plus Aujourd'hui, loin. mais voyez, il faut quand même aborder ces sujets-là. Non, j'ai dit et les aborder. C'est ce que nous faisons ce soir, mais évidemment, ça mérite un débat plus large, je suis Sur le plan d'accord. doctrinal, je vous écoute. Et je respecte vos opinions, même si on n'a pas les mêmes. Aussi, je dis, sur le plan doctrinal, sur le plan philosophique, sur le plan humain, sur le plan, si vous voulez, de la génétique de l'islam, il n'y a aucune opposition, ni contradiction, ni malaise entre les juifs et les musulmans. Il ne faut pas... Et naturellement, l'histoire. Ceci étant, je termine avec un point sur la question d'identité. Vous ne pouvez pas non plus porter le chapeau uniquement à l'immigration sur la question de l'identité. En tous les cas, messieurs, regardez, ce débat a lieu également ailleurs, pas seulement en France, en Europe et en Allemagne. Ces manifestations contre manifestations, vous l'avez vu ces derniers jours, après la mobilisation contre l'islamisation du pays, il y a eu la contre-manifestation. On va en parler et je vous ferai réagir avec David Philippot, qui est correspondant à Berlin. Bonsoir David. Bonsoir à vous. Alors, il y a une vraie mobilisation et une prise de conscience, semble-t-il, après les manifestations anti-islam. Il y a eu un vrai mouvement aujourd'hui. Oui, une contre-manifestation qui ont été organisées effectivement en réaction à ces manifestations donc de Pegida. Pegida, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais c'est un acronyme qui en allemand signifie Patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident. Ce sont donc des gens qui ont manifesté essentiellement dans les rues de Dresde. Il y avait quand même 18 000 personnes qui ont manifesté. Ce ne sont pas des néo-nazis, hein, ce sont des petits retraités, des chômeurs de longue durée, des jeunes sans diplôme. Bref, des gens qui s'estiment laissés pour compte et qui se sentent exclus de la société allemande. Et dans ces cortèges, il y a de tout, des gens qui craignent une épidémie d'Ebola, d'autres qui pensent que l'Allemagne est manipulée par les États-Unis, les Russes ou les médias. Le dénominateur commun, c'est la peur des musulmans érigée en bouc émissaire, hein, pour rester dans le débat. Évidemment, tout cela peut faire penser aux années 30, mais il y a une grande différence. Effectivement, vous le soulignez, c'est qu'aujourd'hui, face à ces défilés, l'Allemagne se mobilise. Hier soir, dans les rues du pays, il y avait 3 fois plus de contre-manifestants. Et en signe de désapprobation, les grandes villes ont éteint les éclairages des édifices symboliques comme la cathédrale de Cologne ou la porte de Brandebourg, ici à Berlin. Angela Merkel, déjà dans ses vœux la semaine dernière, avait dénoncé, je cite, cette haine et ces préjugés dans le cœur des organisateurs, et elle avait demandé aux Allemands de ne pas les suivre. Visiblement, le message est passé, car à l'exception donc de la ville de Dresde dont je vous parlais, qui est le bastion du mouvement, hier soir partout, il y avait plus de contre-manifestants que de manifestants. À Cologne ou Berlin, le cortège Pegida n'a pas pu faire plus d'1 mètre, bloqué par la foule, venue dire non à ce mouvement. Le peuple Stop Pegida disait par exemple aujourd'hui le journal Bild sur son site internet, où 80 personnalités du sport, de l'économie, de la politique ont appelé à dire non à Pegida. Il y a une pétition qui circule sur le web qui a rassemblé plus de 320 000 signatures. Et donc l'Allemagne réagit d'autant plus qu'elle a sous-estimé pendant plusieurs mois ce mouvement. Merci beaucoup David Philippot, vous étiez en direct, donc correspondant à Berlin. On arrive presque à la fin de ce débat. On a parlé en début d'émission de l'audace, de l'optimisme, on a parlé des peurs, des angoisses, du livre de Michel Houellebecq. Pour conclure, je voudrais vous demander comment vous appréhendez cette nouvelle année. Quelles sont selon vous les raisons d'espérer, puisqu'on a parlé d'optimisme et d'audace, et les craintes que vous avez? Renaud Delis. L'optimisme, me semble-t-il, il revient quasi naturellement si on regarde sur la longue durée. C'est-à-dire que je pense que si on regarde à court terme, effectivement, la crise économique est terrible, elle a des conséquences. On évoquait ces manifestations en Allemagne qui sont pas totalement surprenante sur le fond. Pourquoi? Parce que c'est une société vieillissante, l'Allemagne, qui est aussi frappée par des mutations démographiques, par des nouvelles migrations, parce que le monde est ainsi, que les populations bougent et que c'était pas le cas, se déplacent et que c'était pas le cas il y a des décennies. Donc si on regarde au-delà, si on prend un peu de recul, le fantasme d'une disparition de la France, c'est-à-dire d'une décadence qui aboutirait à une disparition, est totalement irréaliste. Le point commun avec les années 30 qu'on évoquait tout à l'heure, me semble-t-il, c'est évidemment pas la réapparition du nazisme, c'est la crise des démocraties libérales, c'est la remise en cause des démocraties parlementaires. On a peu de temps, en un mot peut-être, si vous pouvez résumer justement ce que vous attendez, ce que vous craignez, Yvan Rioufol. Je suis assez optimiste, non pas, je suis assez optimiste de la capacité de résistance, de réactivité de la société civile elle-même, qui ne ressemble pas du tout à ce que sont les médias d'un côté et à ce que sont les représentants politiques de l'autre. Malek Chebel. Je pense que la France d'aujourd'hui sera la France éternelle de demain. Il n'y a aucune raison pour que la France disparaisse.
Il y a un Jean vieux Garrigue. socle républicain, j'y insiste, ce vieux socle il est solide et il ne va pas s'écrouler comme le prophétise Michel Houellebecq, mais par boutade. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas une extension du domaine de la lutte. Donc on termine quand même avec un message d'espoir et d'optimisme. Merci beaucoup messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir. Je vais rappeler rapidement le titre de vos ouvrages. Michel Houellebecq, on a beaucoup parlé. Malek Chebel, c'est l'inconscient de l'islam aux éditions CNRS Éditions. Les années 30 sont de retour pour Renaud Dely. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain, vous le savez, mercredi, c'est le club d'éditorialistes du 22h. Belle et douce nuit à vous bien sûr.